sommes le samedi 4 octobre 2014. Je voudrais parler de la question de l'introversion et l'extraversion. J'ai employé à une certaine époque des expressions comme altérité intérieure et altérité extérieure. Mais véritablement, on ne peut pas opposer introversion et extraversion. Car les deux sont liés. On ne peut donner que si on a porté en soi. Une femme ne peut faire un enfant que si elle a porté l'enfant en elle-même. Donc l'introversion et l'extraversion sont liés indissolublement. Je dois faire un travail à l'intérieur. C'est comme par exemple un arbre. Bon, il développe des fruits, et puis après, ces fruits ils peuvent être cueillis et mangés. Donc toute introversion débouche sur l'extraversion. Inversement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais il y a pas mal de temps, toute forme d'extraversion, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avant tout de l'apport extérieur, le fait pour nourrir son intériorité. Donc là, on passe de l'extraversion à l'introversion. Et donc dans les deux cas, ces mots-là ne veulent pas dire grand-chose, puisque ils sont signifiants dans tous les cas de figure, selon le processus. Donc si on ne s'intéresse pas au processus, on va dire, ces personnes sont introverties. Entre une femme, par exemple, qui veut s'approprier des choses pour se constituer son ego, en quelque sorte, et un homme qui travaille son moi intérieur pour le donner forcément à autre part, ben, il y a des similitudes. Et c'est justement ces similitudes qui nous trompent. Parce que ces similitudes, elles sont fondées sur des approches superficielles du langage, des approches qui ne sont pas cycliques. De plus en plus, il sera essentiel dans nos relations humaines de mettre l'accent sur la cyclicité. C'est-à-dire, ce mot-là, oui, mais dans quel cadre ce mot-là existe-t-il? Dans quel système est-il utilisé? Et ne pas simplement dire, bon, voilà, ce mot-là. L'approche statique est une approche qui crée énormément de confusion et de malentendus. Un mot qui n'est pas resitué dans sa dynamique, dans sa cinétique, est un mot quasiment inutilisable. D'une manière générale, le XXIe siècle sera marqué par la pensée cinétique, par le discours cinétique. C'est-à-dire l'exigence, non pas seulement de rationalité, mais de cinéticité. L'exigence que vous m'expliquiez d'où ça vient, où ça va, où ça en est, dans quelle direction ça fait. Alors justement, c'est intéressant, parce que le mot sens, comme des tas de gens l'ont remarqué en français, a deux acceptions différentes, la signification et l'orientation. Mais en fin de compte, le sens d'un mot, c'est son orientation. C'est-à-dire, il faut resituer le mot dans une cyclicité, donc dans une circularité, dans quelque chose qui va d'un point vers un autre. Même si, après, c'est cyclique, ça n'a pas d'importance. Où en est-on? Où se situent les choses? Situer quelque chose, c'est situer la chose dans un processus, dans un passé et dans un futur. On ne peut pas fonctionner au présent. Le présent, d'ailleurs, n'existe pas. Comme je l'ai dit mercredi dans un café philo, le présent, le passé et le futur, c'est la même chose. La vraie dualité, c'est entre le présent, le passé et le futur d'un côté qui est un phénomène cyclique et le phénomène originel, c'est-à-dire comment ça commence. Mais une fois que ça a commencé, ça suit son cours. Donc, le présent vient forcément d'un passé, va forcément déboucher sur un futur, c'est une banalité. Mais c'est une banalité qui, jusqu'à présent, n'avait pas été intégrée d'un point de vue sémantique, je dirais en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'avait pas compris la nécessité de resituer l'action d'une personne, le propos d'une personne, dans une temporalité. Et sans cette temporalité, on mélange les serviettes et les torchons, on mélange les vessies et les lanternes,
on mélange les hommes et les femmes. Parce que si je m'en tiens à un point, à une ponctualité, au sens de point, un point précis, je n'ai pas une représentation diachronique, même structurelle. Alors, structurelle peut-être, encore que, mais en tout cas pas diachronique, c'est-à-dire pas dans le suivi, pas dans la continuité. Et quand je dis continuité, nous avons parlé, parce que la continuité peut être fondée sur des successions, sur des moments différents qui se succèdent, qui se contredisent ou qui sont en dialectique. Hein. La continuité, c'est pas forcément une fluidité à sens unique. La continuité, elle est finalement cyclique. Voilà. Donc, les notions d'introversion et extraversion, quand elles sont utilisées de manière beaucoup trop schématique, ça n'est pas satisfaisant. Alors, à ce propos, je discutais l'autre jour au Salon Zen avec une praticienne qui avait un stand, une certaine Delphine, pour ne pas la nommer, qui me exposait un petit peu les règles de l'énéagramme. L'énéagramme comporte, comme son nom l'indique, est constitué sur 9 points. Et elle disait, voilà, il faut repérer et déterminer quel est le... Il y a 9 bases. Quelle est la base qui est propre à la personne et qui va la marquer toute sa vie. Bon, ça me laisse assez sceptique, à vrai dire. Mais ce qui est intéressant, au moins, c'est que la recherche de cette base, elle demande du temps. C'est pas comme en astrologie où toc, ou dès la date de naissance, tout de suite on a le signe zodiacal, l'ascendant, etc. Là, il s'agit d'une approche beaucoup plus. Et c'est dommage que l'astrologie n'ait pas choisi cette option. Moi, je l'avais proposé d'ailleurs dans l'astrologie sensorielle parue en 1976, dans la revue Cosmopolitan. J'ai proposé des tests permettant de déterminer quelle est votre planète. Pas d'après le date de naissance, mais d'après une série de tests. Donc c'est quand même il y a près de 40 ans. Ça n'a pas été suivi, à ma connaissance. Je veux dire par là que toute classification, toute caractérologie, toute typologie, à part le fait d'être un homme et une femme, d'une certaine façon quand même, exige un travail d'exploration de la part de l'observateur ou de la part de la personne elle-même. C'est quelque chose qui, même si cette typologie est pertinente, comme dans le cas de l'énéagramme peut-être, dans le cas de je ne sais pas quoi, telle ou telle caractérologie de type le Seine, ou de type hippocratique, les 4 tempéraments, etc. Enfin, peu importe. On ne peut pas y parvenir par le seul fait de regarder la date de naissance ou de faire un tirage de tarot ou de je sais pas quoi. Il faut étudier la personne, faire un suivi. Et il est évident que ce suivi qui débouche sur une typologie, qui inscrit la personne au sein d'une typologie, ce suivi, il génère aussi une certaine forme d'économie. C'est-à-dire, il y a une économie au sens philosophique du terme. Il y a un agencement des sessions, un agencement des séances, en vue de trouver cette signature fondamentale. Or, les astrologues, eux, ils font l'inverse. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'économie de leurs séances. C'est pour ça que les séances sont si courtes et non réitérées, non répétitives. Parce qu'ils ont déjà la réponse dès le départ. Donc soit les gens sont disposés à faire un travail comme cela, cyclique, complexe, de recherche, qui est d'autant plus complexe que justement cette cyclicité peut faire que les gens changent de comportement ou évoluent dans leur comportement. Alors donc là, je vous souhaite bien bon courage. Soit on va vers une typologie avec des dates de naissance, des tirages. C'est pour ça que finalement, je terminerai là-dessus, finalement, la meilleure typologie, la plus commode, c'est encore celle des hommes et des femmes. Je crois que toutes les autres tournent autour du pot
Et parce qu'on ne veut pas affronter directement, on ne veut pas assumer, on ne veut pas gérer cette question des hommes et des femmes, alors on se perd dans des expédients de type astrologique, tarologique, ou dans des expédients de type psychothérapeutique, autour de l'énéagramme ou autour de je ne sais quel autre PNL, etc. Bon, qui effectivement font que la personne est obligée de fréquenter. Voilà. Mais je crois très franchement que ces notions-là sont à revoir au niveau des méthodologies.